Bonjour, je m'appelle Mathieu et je vais aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 7 du balado Le musicien stratégique, un épisode pendant lequel nous allons faire un retour, un résumé sur ce dont je vous ai entretenu jusqu'à maintenant concernant la mémoire, la mémorisation donc, mais peut-être cette fois-ci avec des exemples plus concrets d'application et surtout des informations sur le choix des stratégies en fonction de l'état d'avancement de la pièce, donc en fonction du processus d'apprentissage global. Donc, comment appliquer concrètement ce dont il a été question dans les épisodes précédents, au début, au milieu et à la fin du travail d'une pièce. Au début du travail d'une pièce, les stratégies intelligentes commencent avant même qu'on s'assoit avec l'instrument et qu'on commence à faire la moindre note. La première stratégie intelligente que vous devez faire lorsque vous apprenez une pièce, c'est bien la choisir. Et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous poser une question existentielle essentielle et sur laquelle nous allons revenir dans un prochain épisode. La question est la suivante. Est-ce que je me sens capable d'être prêt ou prête à jouer cette pièce-là en entier de façon satisfaisante à mi-chemin de la première prestation? Par exemple, mon concert ou mon audition est dans 5 mois, donc est-ce que je serai prêt ou prête dans 2 mois et demi à jouer l'œuvre en entier au bon tempo? Et si je me fie à mon expérience personnelle, la réponse des gens est très souvent non à cette question-là. Pour votre prochain choix de pièce, faites-vous le plaisir d'en choisir une que vous considérez, entre guillemets, trop facile. Je dis entre guillemets parce qu'on verra si, une fois sur scène, alors que vous devez jouer la pièce parfaitement sur le plan technique, divinement sur le plan musical, devant un public ou un jury d'audition qui vous intimide, si vous allez considérer encore la pièce comme trop facile. Une fois qu'on a bien choisi cette partition-là, cette pièce-là, première chose que je vais vous suggérer, c'est de faire plusieurs copies de travail de cette partition-là pour éviter ce que j'appelle, de façon humoristique, les partorchons. Donc, au lieu d'avoir une partition sur laquelle vous allez, peut-être avec votre professeur, votre enseignant, votre enseignante aussi, vous allez commencer par écrire des petites indications de doigté. Après ça, on ajoute des idées musicales. Après ça, on fait des rappels d'idées musicales. Après ça, parfois, on a le numéro de téléphone que chéri doit rappeler parce qu'on avait juste la partition sous la main lorsque la personne a appelé. Après ça, on ajoute des idées importantes et on les encercle. Et quand, après quelques semaines, ces idées-là persistent à ne pas être répétées, on fait un gros cercle plusieurs fois autour de la partition, autour de la mention. Et après ça, quand tout ça ne suffit pas, on sort les crayons marqueurs et on ajoute des indications fluorescentes dans la partition. Rendu à ce point-là, très souvent, on est rendu avec un partorchon. C'est-à-dire, on a des doigtés, des indications musicales, d'autres indications musicales, des suggestions, des idées, peu importe, tout ça s'accumule sur une partition qui devient complètement saturée sur le plan visuel. Et dans un épisode précédent, je vous parlais du processus de mémorisation qui commence par les registres sensoriels, un peu les stores qui laissent ou pas entrer l'information dans le cerveau. Lorsque la partition, elle est noire d'indications, de couleurs, de cercles, d'astérix et ainsi de suite, notre cerveau, quand on la regarde, le cerveau doit quand même faire le ménage dans toutes ces informations-là et décider si une information, elle est utile ou pas. Donc, idéalement, je dois dire, pour commencer, on achète la partition, on ne la photocopie pas pour encourager les gens qui travaillent dans les maisons d'édition à faire des belles partitions. Donc, on achète la partition, mais après ça, on se fait plusieurs copies de travail, c'est-à-dire on aura une copie, par exemple, pour indiquer des doigtés, une copie pour indiquer des indications musicales, une copie pour indiquer ce qu'on va parler tantôt, les repères de prestations, et ainsi de suite. Donc, on se fait plusieurs copies plutôt que d'accumuler toutes ces informations-là sur la même feuille. Donc, au début de l'apprentissage de l'œuvre, la première chose que je pourrais vous suggérer, c'est d'écouter plusieurs versions différentes de l'œuvre en question et de prendre une de vos copies de travail de partition et de noter avec des couleurs différentes les bonnes idées
des différents interprètes, des différentes interprètes que vous aurez écoutés. Donc, vous avez la version d'un tel où vous notez les bonnes idées que vous entendez dans la prestation en bleu, après ça, un autre en rouge, un autre en noir, si vous voulez. Donc, peu importe, vous changez de couleur, mais chacune des... vous aurez donc une espèce de code de couleur pour indiquer de quelle version est pris la bonne idée. Plus vous aurez écouté votre pièce, plus vous allez évidemment arriver facilement à identifier les erreurs de lecture dans les premières semaines. Vous savez, parfois les petits dièses accidentels ou les petites informations qu'on a loupées en répétant, en commençant à lire la partition. Plus on a écouté l'œuvre, plus on va arriver à détecter facilement ces petites erreurs-là. Plus on aura écouté de versions différentes aussi de notre œuvre, des bonnes comme des mauvaises, plus on répétera tôt dans l'apprentissage des passages déjà musicalement intéressants. Je dis des bonnes comme des mauvaises parce que oui, évidemment, vous pouvez aller écouter les grands musiciens, les grandes musiciennes de votre instrument qui jouent l'œuvre en question. Vous pouvez aussi aller écouter des prestations peut-être un peu moins heureuses. Et ça, vous conviendrez avec moi que YouTube en est rempli parfois. Donc, vous allez trouver des versions un peu moins heureuses et ça va quand même être intéressant sur le plan de l'apprentissage d'écouter ces versions-là et de penser à ce que vous pourriez faire à la place de ce que vous entendez. Donc, vous écoutez des grandes versions et vous essayez de faire pareil, c'est extraordinaire, mais vous pouvez aussi réfléchir à trouver des idées pour modifier les versions, pour faire mieux, en fait, que les versions moins heureuses que vous aurez écoutées. Dans les deux cas, on cherche et on développe notre propre interprétation. Il sera aussi intéressant d'analyser l'œuvre sur le plan conceptuel. On a parlé de la mémoire conceptuelle dans un épisode précédent. Donc, on identifie les sections de la pièce, les phrases, on identifie les passages difficiles, et ça, on va y revenir, les modulations, toutes les informations qui peuvent aider la mémorisation, même si vous enseignez à de jeunes élèves. Ces jeunes élèves-là, même s'ils n'ont pas de connaissances sur le plan de l'harmonie, de la structure, ainsi de suite, ils sont quand même capables de reconnaître, par exemple, des passages de la pièce qui ressemblent à une gamme qu'ils ont déjà appris. Ils sont capables aussi de reconnaître que, par exemple, toutes les 3 lignes de la pièce commencent toutes par la même note. Ce genre d'informations-là, c'est de l'information conceptuelle et ça va aider à la mémorisation. Évidemment, si vous êtes plus avancé, ben là, le fait de savoir les modulations, dans quelle tonalité on se trouve, le fait d'identifier rapidement les informations aussi sur le plan musical, donc toutes les crescendo, les diminuendo, les rallentando qu'on oublie parfois lors des premières lectures, tout ça doit être trouvé, doit être identifié dans les premières analyses de l'œuvre que vous ferez avec une autre copie de travail de votre pièce. Après ces étapes-là, ou parallèlement à ces étapes-là, on doit en fait lire l'œuvre en entier d'un bout à l'autre. Pendant cette étape-là, au début de l'apprentissage de l'œuvre, ça ne doit pas durer trop longtemps. Il y en a qui abusent un peu de cette stratégie-là de lire les pièces tout le temps d'un bout à l'autre. Mais au début de l'apprentissage d'une œuvre, on lit l'œuvre en entier, on se fout des erreurs. Ne pensez pas à ce que je vous ai mentionné dans les épisodes précédents pour le pourcentage d'essais réussis. Vous aurez idéalement plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour effacer ces petites erreurs-là qui sont nécessaires, en fait, au début de l'apprentissage d'une pièce pour trouver les petits pièges, les endroits qui sont plus difficiles. On veut identifier les passages difficiles dans ces lectures-là. Et quand on fait ça, en fait, on se construit une image globale, une représentation globale de l'œuvre qui va être absolument essentielle pour le reste du travail par après. Ce que vous pouvez commencer à faire dès le départ, à tempo, c'est la stratégie dont on a déjà parlé du solfège. Donc, de chanter le nom des notes, chanter peut-être vos doigtés, vos coups d'archet, peu importe quel est votre instrument, chanter les éléments techniques importants que vous devez faire en jouant cette pièce-là. Donc, le solfège, non seulement ne nous donne généralement pas de limite sur le plan de la vitesse, donc on peut déjà solfier à tempo, souvent la pièce, et ce qui est très, très intéressant aussi,
c'est la possibilité de chanter dès le départ avec beaucoup de musicalité. Évidemment, la plupart du temps, on est beaucoup moins limité par notre voix que par le jeu de notre instrument. Donc, essayez de faire toutes les nuances qu'on veut faire avec votre voix. Votre voix est naturellement expressive. Donc, faire le solfège avec les notes, la mélodie et la musicalité, tout ça, c'est faisable dès les premiers jours, les premières semaines qu'on travaille sur une pièce. Les stratégies dont je viens de vous parler, la plupart du temps, les musiciens et les musiciennes savent qu'il faut les faire. On a entendu parler de ça. Mais on est parfois très, très motivé par le fait d'aller jouer tout de suite. Donc, oui, mais je vais aller jouer immédiatement. Je suis capable. Donc, ce que je peux vous dire peut-être pour essayer de vous convaincre d'intégrer encore davantage ce genre de stratégie-là à votre travail, c'est que plus on met l'accent sur ces stratégies-là sans le piège d'aller directement dans les répétitions physiques, plus on met en place ces stratégies-là tôt et intensément, je vais finir par le dire, tôt et intensément dans le début de l'apprentissage, plus on va avoir des prestations musicales, ça a été démontré dans une recherche, et moins ça va prendre d'essais physiques, d'essais à l'instrument pour réussir la pièce. Donc, vous gagnez un temps fou de répétition à l'instrument lorsque vous prenez la peine de mettre en place ces stratégies-là et que vous le faites sérieusement. Après avoir effectué ces premières étapes pour se créer une représentation globale de l'œuvre, commencer à se familiariser avec la partition, on tombe dans la deuxième étape, on peut dire à mi-chemin du processus d'apprentissage, une étape qui est souvent un peu plus longue parce qu'on va consolider la mémorisation de l'œuvre, consolider notre apprentissage jusqu'à temps qu'on soit capable de l'enchaîner d'un bout à l'autre. Cet objectif-là passe par d'abord une automatisation des passages difficiles et ce dont on a parlé dans l'épisode précédent, un développement de la flexibilité pour jouer le reste de la pièce. Donc, pour jouer tous les passages qui n'ont pas besoin d'être automatisés, on va essayer de développer un contrôle, une flexibilité. Pour développer l'automatisation des passages difficiles, d'abord, je dois dire, peu importe où se trouve le passage difficile dans votre partition, on commence par ça. On commence par régler les passages difficiles de l'œuvre. Ce sont ces passages-là qui vont vous faire peur lorsque vous arriverez sur scène et ce sont ces passages-là pour lesquels on doit s'assurer d'avoir une majorité écrasante de répétitions réussies avant d'arriver sur scène pour que tout fonctionne. Donc, ce travail-là d'automatisation des passages difficiles, on doit viser d'abord de répéter les bonnes sensations physiques qu'on veut avoir. Donc, on respire, on détend le corps. En fait, on enlève les tensions inutiles qu'on peut avoir dans le corps, les épaules, la mâchoire, ainsi de suite, la respiration bloquée. On travaille à se débarrasser de ça et on le fait idéalement en répétant, en alternant, c'est-à-dire un tempo très lent et le tempo final sur de très petits passages. J'aime beaucoup l'idée, par exemple, de faire 50%, 25% et 100% du tempo final, alterner ces trois vitesses-là. Ça nous permet de laisser le métronome tout le temps à la même vitesse et de simplement doubler ou quadrupler les valeurs de notes. Donc, on répète en alternant ces trois tempi-là, trois vitesses-là, et on augmentera graduellement la longueur des passages joués à ce tempo-là plutôt que le tempo. Oui, il va y avoir des erreurs au début, mais on va identifier plus rapidement quelles sont les conditions idéales pour réussir le passage, des conditions qu'on peut très facilement louper complètement pendant des semaines si on augmente le tempo graduellement. Donc, on alterne très, très lent, moyennement lent, vitesse finale, ainsi de suite. On passe d'un à l'autre. On va analyser nos mouvements, on va les comprendre. On peut dire les éléments techniques à haute voix quand on joue très lentement. Et après ça, c'est le temps d'aller essayer le passage à pleine vitesse tout de suite en ayant une bonne posture, des bonnes positions, ainsi de suite. Donc, on va travailler nos passages difficiles en faisant ces alternances-là et tôt dans le processus d'apprentissage de l'œuvre. Encore une fois, parallèlement à ça ou après cette étape-là, ça peut être parallèlement évidemment parce qu'on ne veut pas passer notre journée, nos premières semaines à juste faire des passages difficiles, mais en plus du travail sur ces passages difficiles-là, on va travailler sur l'apprentissage général de la pièce, c'est-à-dire le reste de la musique pour lesquels on doit développer une flexibilité et un contrôle. C'est pour ça que je vous ai parlé du travail aléatoire dans l'épisode précédent et on va donc utiliser une stratégie que j'aime beaucoup
qui a été suggéré, entre autres, par un grand professeur de guitare qui a travaillé à Montréal pendant des années, Alvaro Pierri, un grand interprète, qui enseignait à ses élèves, en fait, sa stratégie du 3 tempos, 3 volumes, ou 3 tempi, 3 volumes. Là, on s'entend pour la conjugaison de tempo au pluriel. 3 vitesses, 3 volumes. Donc, très, très lent, moyennement lent, très rapide, très, très doux, volume normal, très fort, et on fait toutes les combinaisons possibles. Ça donne 9 combinaisons possibles de 3 tempos, 3 volumes, et on travaille nos passages en alternance ceci. Oui, il va y avoir des erreurs encore, parce qu'on va volontairement se mêler, mais plus on fera ces erreurs, plus on va apprendre tôt dans l'apprentissage à s'adapter pour le réussir, et on va développer une flexibilité en jouant la pièce, une flexibilité qui va être très utile une fois sur scène pour s'adapter à en fait, toute l'adaptation qui est nécessaire une fois qu'on est sur scène va être aidée, va être préparée par ce travail-là de travail aléatoire dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. C'est une stratégie d'apprentissage à long terme, mais ça peut aussi être une excellente stratégie de diagnostic à court terme. Les passages pour lesquels vous n'êtes pas capable de faire les stratégies aléatoires sont des passages qui vont être potentiellement problématiques une fois sur scène, parce que c'est la preuve qu'il y a à peu près pas de flexibilité possible avec ce passage-là. Donc, malheureusement, sur scène, il est possible que vous soyez dérangé par toutes sortes de choses. On est tout le temps dérangé quand on est sur scène. Le son est pas pareil, la lumière n'est pas pareille, nos vêtements sont pas pareils. Des fois, on a un peu la tremblote. Tout ça fait en sorte que le cerveau dit « ce n'est pas comme d'habitude ». Et ce genre de passage-là, si on n'est pas capable de s'adapter dans votre studio de travail pour faire ce passage-là de façon différente, il est fort possible que vous ne soyez pas non plus capable de vous adapter à tout ce qui est de nouveau sur scène, tout ce qui est particulier sur scène, et que malheureusement, le passage ne fonctionne pas. En plus du 3 tempo, 3 volumes, 3 tempi, 3 volumes, on peut aussi ajouter de l'aléatoire dans les stratégies. On a déjà parlé de stratégies conceptuelles comme le solfège des notes, le solfège technique, je vais appeler le solfège technique, c'est-à-dire dire les doigtés et les coups d'archet en chantant la mélodie. On peut intégrer ça parmi nos répétitions à l'instrument, c'est-à-dire le faire une fois à l'instrument, une fois en chantant les notes, une fois à l'instrument, une fois en chantant le solfège technique, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'on fait du solfège, peu importe ce que vous chantez, vous allez replacer votre posture, faire attention à votre respiration, détendre la mâchoire, les épaules, et ainsi de suite. Donc, replacer votre posture, et on recommence ensuite à jouer à l'instrument. Donc, à chaque fois que vous faites ça, non seulement c'est l'occasion de renforcer votre mémorisation conceptuelle de la pièce, qui est, soit dit en passant, probablement la mémoire qui est la plus solide face au stress. La mémoire conceptuelle ne tremble pas. La mémoire conceptuelle n'a pas de nouvelles lumières ou de nouveaux sons qu'on n'a pas entendus dans notre studio de travail. Donc, peu importe ce que vous faites une fois que vous êtes sur scène, même si vous êtes terriblement nerveux ou nerveuse, je pourrais vous demander, par exemple, quelles sont les 3 notes de l'accord de Do majeur, et vous me répondriez Do, Mi, Sol. Même si vous êtes nerveux, même si vous le faites avec la voix tremblotante, c'est pas grave, vous allez être capable de le faire. Donc, le fait de travailler le conceptuel va aussi nous aider à bien performer sur scène, à solidifier une de nos fameuses pattes de chaise pour que tout soit solide une fois qu'on doit jouer la pièce devant le public. Donc, le fait d'alterner ça, non seulement ça renforce une mémoire, mais aussi ça laisse de la place pour replacer le corps, remettre les sensations à zéro. Excusez l'expression, c'est une expression anglaise, mais j'adore le mot reset, remettre à zéro. Donc, on remet ça et on recommence à répéter. C'est comme si à chaque fois, on rappelait à notre corps, voici comment je veux que tu te sentes, voici comment je veux que tu te sentes, et ainsi de suite. Et à force de le faire, à force de répéter, on va finir par intégrer ces bonnes postures-là de façon beaucoup plus naturelle dans notre jeu. En plus des stratégies dont on vient tout juste de parler, donc de faire du solfège de notes ou du solfège technique, je vais ajouter une étape de plus avec l'idée de la mémorisation conceptuelle, quelque chose dont je n'ai pas parlé dans l'épisode qui a été consacré, et en fait un sujet pour lequel je vous promets un épisode parce que c'est fascinant, ce qu'on appelle les repères de prestation. Ce que je vous suggère de faire en même temps que vous faites le travail dont je vous ai parlé, donc sur le passage difficile et le développement de l'adaptation et la flexibilité du contrôle, on va aussi identifier ce à quoi on doit penser, ce à quoi on veut penser et ce à quoi on doit penser pour réussir un passage, et on va apprendre par cœur ces éléments-là.
ça peut vous sembler un peu incongru, mais il est possible. Je vous fais une imitation qui est complètement ridicule, mais complètement assumée. Je pourrais jouer et dans ma tête, ce que j'entendrais, ce serait La mineur, crescendo jusqu'à mon coude. Bravo. Je sais que j'ai l'air fou, mais en même temps, tout ça va se passer dans ma tête pendant que je joue. Là, j'ai pensé la mineure, donc un élément plus conceptuel. Crescendo, un passage, donc je veux penser au crescendo pendant que je joue ce passage-là, jusqu'à mon coude, parce que au moment de jouer la note, il faut que je pense, par exemple, à bien placer mon coude pour réussir le changement de position. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai identifiés, qui sont importants pour que je réussisse le passage, et je vais... Tout comme je vous suggère d'apprendre par cœur le nom des notes et de prendre par cœur vos solfèges techniques, vous allez ajouter aussi éventuellement le fait d'apprendre par cœur ce à quoi vous voulez penser une fois que vous allez être sur scène. Et je vous assure que si vous travaillez là-dessus, si vous travaillez par exemple sur le nom des notes, le solfège technique et ainsi de suite, si on ajoute aussi les beaux éléments musicaux que vous aurez identifiés dans vos premières écoutes et au fil du temps, évidemment, vos propres bonnes idées aussi, les suggestions de votre professeur, tout ça va pouvoir être mis ensemble dans une espèce de scénario, c'est-à-dire, bon, le la mineur, crescendo, jusqu'à mon coude, comme un brouillard, et ainsi de suite. Tous ces mots-là, ces expressions-là, vont devenir une espèce de poème musical absolument incongru, mais qui va m'aider, qui va vous aider, en fait, dans votre tête, à garder votre cerveau attaché avec ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis que ce sujet-là est fascinant. Je vous dis ça aussi en tant que personne qui a passé sa vie à se battre contre le fait de ne pas penser à son épicerie, de ne pas penser au courriel qu'il doit envoyer pour tel élève, et ainsi de suite. C'est comme si mon cerveau ne résistait pas à l'idée de penser à plein de choses complètement incongrues quand j'étais sur scène. Et c'est plus tard que j'ai fini par comprendre que c'est une attitude psychologique normale, malheureusement, de fuir la situation. Donc, on est sur scène, on est nerveux, on est nerveuse. Notre cerveau n'aime pas ça et notre attention va se mettre à chercher, à s'en aller de la situation. Nous, on est pris sur scène avec notre instrument dans les mains. On doit jouer, mais notre cerveau dit « c'est trop pour moi, moi je m'en vais ». Ça, c'est ce qui arrive quand, premièrement, on a fait ce dont on a parlé dans le dernier épisode, répéter, 27 fois, 28 fois, le cerveau s'ennuie, il s'en va penser à autre chose, et finalement, on se retrouve à avoir entraîné notre cerveau à penser à autre chose pendant qu'on joue la pièce. Si on n'identifie pas ça, donc notre attention va vouloir fuir le moment difficile et anxiogène qu'on est en train de vivre, et c'est là qu'on se met à penser, notre fin de semaine, l'épicerie, la demande de l'élève, qu'est-ce que la personne assise là pense de moi, et ainsi de suite. Donc, on devient victime un peu de notre tête. Notre cerveau est un ballon d'hélium qui s'envole dès qu'on le lâche, et ce que je vous suggère avec ce travail-là, donc, d'identifier quelle chose vous voulez penser pendant que vous jouez, vous allez lui trouver quelque chose après quoi s'attacher pendant que vous allez jouer. Et en l'apprenant par cœur, ça va être absolument certain que vous allez rester dans le moment présent, rester avec votre pièce pendant que vous le faites, plutôt que donc de fuir. Mais par contre, il faut entraîner notre cerveau à penser à ces choses-là. Une fois qu'on a travaillé tout ça, on arrive au moment tant attendu d'être capable d'enchaîner la pièce d'un bout à l'autre. Donc, on est capable d'enchaîner la pièce. Ça ne veut pas dire que c'est solide, que c'est mature, que c'est peut-être pas nécessairement prêt pour la scène, mais on arrive dans notre studio à enchaîner d'un bout à l'autre. Lorsqu'on arrive à cette étape-là, c'est souvent là où on relâche la tension, on relâche la stratégie de travail, on fait juste jouer et rejouer. Il y a encore du travail à faire à ce moment-là et je vais vous suggérer certaines choses d'autres, entre autres pour éviter ce que je vais appeler l'écœur en titre quand on n'est plus capable de jouer la pièce. Je n'en peux plus de l'entendre. Il y a des stratégies à faire donc pour éviter ça. D'abord, recommencer à écouter
des enregistrements différents de la pièce. Vous avez, au fil de vos répétitions, probablement développé votre propre interprétation de la pièce et ça peut être extrêmement intéressant de retourner écouter l'œuvre jouée par d'autres grands musiciens, d'autres grandes musiciennes, d'autres interprétations beaucoup moins heureuses parfois disponibles sur YouTube. Et je dis YouTube, bon, évidemment, vous comprendrez que c'est très rare qu'on va trouver de très, très mauvaises versions amateurs sur Spotify et compagnie et Apple Music. Donc, on a souvent les grandes prestations sur les services d'écoute en ligne et parfois sur YouTube, bien évidemment, on sait, il y a des prestations moins heureuses. En fait, je veux dire moins heureuses. Parfois, c'est un élève qui a fait une belle prestation, qui la met sur YouTube et qui en est fier. Donc, c'est extrêmement positif, mais ce ne sont pas nécessairement des prestations de grands maîtres qui doivent être copiées, prises en exemple. Donc, on va retourner écouter les enregistrements de grands maîtres et de grandes maîtres et on va aussi écouter des versions plus amateurs qui sont quand même positives, je le répète, mais pour lesquelles on va peut-être vouloir dire, ben moi, je ferais ça comme ça. Moi, à place, je ferais ça comme ça, donc ainsi de suite. On se trouve des nouvelles idées musicales, on entend des nouvelles versions pour peut-être renouveler notre rapport à la pièce et peut-être nous amener à aller essayer autre chose. On veut beaucoup, dans ce travail-là final, on veut beaucoup de solfège expressif. C'est le temps de sortir vos notes, vos éléments techniques et peut-être même aussi vos repères de prestations que vous aurez appris par cœur, le fameux crescendo jusqu'à mon coude. Mais vous allez jouer la pièce, chanter la mélodie ou peu importe la base de vos accords que vous devez faire, peu importe, vous chantez la musique que vous faites en ajoutant beaucoup d'expressions pour justement enlever les limites instrumentales dans votre expression et peut-être trouver de nouvelles idées musicales. Vous pouvez également faire énormément de visualisation. Je vous promets un autre épisode uniquement sur ce sujet-là qui est aussi fascinant. Ce que vous devez savoir en guise d'introduction, très rapidement, c'est que ce qui est merveilleux avec la visualisation, c'est que notre cerveau, un peu bête, ne fait pas nécessairement la différence entre ce qu'on visualise et ce qu'on fait pour vrai. Donc, quand vous êtes couché dans votre lit, les yeux fermés, et que vous faites la visualisation de vos mains ou de votre pièce, vous l'entendez, eh bien, malgré vous, votre cerveau envoie à peu près les mêmes ordres dans vos muscles que si vous jouiez pour de vrai. Ce qui manque, c'est la réponse musculaire, mais dans ce cas-ci, le cerveau s'entraîne à donner les ordres qu'il devra donner lorsque vous allez jouer la pièce pour vrai. Donc, vous êtes couché dans votre lit, les yeux fermés, et vous faites un travail valable. On va aussi jouer en pensant uniquement au son, seulement pour libérer la mémoire motrice. Ça va faire partie de l'épisode sur les repères de prestation. Le son, le résultat sonore, c'est le repère de prestation ultime. C'est ce qu'on devrait viser tout le temps. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, il faut se rappeler le la mineur et le coude et ainsi de suite dont je vous parlais tantôt à la blague. Mais il reste quand même que le fait d'être capable, par exemple, de jouer les yeux fermés et de s'écouter d'un œil extérieur lorsque vous êtes sur scène, ça peut sembler très épeurant, mais c'est la meilleure façon de laisser votre mémoire motrice faire son travail. Quand j'explique ça à mes étudiants, je donne souvent l'exemple, c'est comme accepter. Imaginez-vous, si vous êtes habitué de conduire, de vous retrouver au volant d'une Tesla qui a la conduite automatique et de faire un somme quand vous êtes assis dans le siège conducteur pendant que l'auto se conduit toute seule. Pour quelqu'un qui est habitué de conduire, c'est extrêmement épeurant, mais c'est ce qu'on doit s'entraîner à faire, en fait, évidemment, métaphoriquement, c'est ce qu'on doit s'entraîner à faire lorsqu'on joue de nos pièces, c'est-à-dire laisser le corps faire son travail si on l'a bien préparé à le faire. On se ferme les yeux et on pense au son. Donc, faites le plus possible de travail les yeux fermés dans les semaines précédentes, les semaines avant la prestation. On veut aussi faire beaucoup d'aléatoires dans cette période-là. Donc, les 3 tempi, 3 volumes, changer les stratégies. On veut développer une flexibilité. On veut garder une espèce de spontanéité et d'improvisation dans le jeu pour essayer plein de façons différentes de jouer la pièce, de jouer les différents passages, pour pousser notre flexibilité au maximum. Plus vous allez sentir que vous allez arriver sur scène avec ce travail-là qui a été fait, avec une flexibilité qui a été développée, plus vous allez sentir que vous allez être capable de faire face à ce qui va arriver lorsque vous allez jouer.
Avant de conclure, je veux remercier comme d'habitude mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production du balado. Je vous invite à aimer ma page Facebook Le Musicien Stratégique ou à aller consulter mon site www.musicienstratégique.com, un site d'ailleurs où je tiens une section blog dans laquelle je publie des petits textes, entre autres, pendant la semaine qui sépare chaque épisode. Si vous avez bien travaillé, vous allez pouvoir vous permettre, dans les semaines ou les jours qui mèneront vers votre prestation, votre audition, votre concert, de faire tout simplement des exercices techniques, de prendre l'air, de diminuer votre temps de travail plutôt que de l'augmenter de façon fulgurante en dernière ligne droite, ce qu'on voit la plupart du temps chez les musiciens. Et honnêtement, il y a très peu à attendre, il y a peu à espérer de ces augmentations-là fulgurantes de dernière minute. Repensons à la façon dont la mémoire motrice travaille et son fonctionnement complètement stupide. Les nouvelles découvertes réalisées quelques jours avant la prestation, même si elles sont intéressantes, même si elles sont une révélation, même si vous avez vraiment l'impression de mieux réussir le passage dans votre studio de travail, ces découvertes-là ne tiendront pas le coup sur scène. Il y a donc réellement un moment où on doit malheureusement se dire les dés sont jetés, même si la prestation est encore dans quelques jours ou j'oserais dire même dans quelques semaines, 1, 2, voire 3 semaines. Mieux vaut profiter de ces derniers moments-là pour répéter nos réussites que pour tenter de résoudre encore de nouveaux problèmes. En travaillant efficacement, vous découvrirez peut-être que lorsqu'on accumule les expériences positives de scène, le stress de pré-concert devient de moins en moins important et vous aurez de plus en plus confiance en vos moyens lorsque vous arriverez sur scène, de préférence avec un grand sourire sincère. Je conclus donc en revenant à mon propos initial de l'épisode. Tout ceci sera possible. Et je vous le garantis, tout ceci sera fort agréable si vous avez choisi une pièce qui n'est non pas aux limites de vos capacités techniques, mais plutôt aux limites de votre niveau de confort et de facilité. Et je vous invite donc à aller explorer un peu ce territoire-là qui est très souvent inconnu de notre propre potentiel. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère surtout vous retrouver pour le prochain épisode. Je vous dis donc bon travail et prenez soin de vous.